Bonjour, bienvenue sur le podcast Un lecteur, un minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire pour les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Tricia, bookstagrammeuse. Bonjour Tricia. Bonjour Stella. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va, très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Ça me fait plaisir justement de pouvoir participer en fait à ton podcast que je trouve super intéressant avec de bons intervenants aussi. Merci. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Du coup, j'ai commencé ma page Bookstagram. Enfin, je trouve assez marrant en fait que tu me dises que tu me présentes en tant que bookstagrammeuse parce que je pense que ça fait pas très longtemps, ça fait juste quelques mois que j'ai démarré la page en début d'année. Parce que avant, en fait, ce que je faisais, c'est que je partageais mes lectures de temps en temps sur ma page personnelle. Et c'est tout récemment que j'ai découvert qu'il y avait une communauté sur Instagram, sur TikTok, en fait, de book lovers. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas lancer une page spécialisée et pouvoir me lâcher un petit peu plus dans ce sens-là. Oui, parce que du coup, tu avais uniquement les retours des très proches quand tu partageais tes lectures sur ta page personnelle. Ouais, exactement. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est pouvoir avoir une plateforme sur laquelle je peux échanger avec des personnes qui ont des intérêts un peu communs et avec qui je peux échanger sur les livres, en fait, qui me paraissaient assez intéressants. Et est-ce que tu peux spécifier où est-ce que tu as grandi? Oui, bien sûr. Alors, j'ai grandi en France et aussi au Cameroun. Du coup, on va dire que j'ai une double culture. J'ai grandi un petit peu, enfin, j'ai été en France jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Et ensuite, avec ma famille, on a déménagé au Cameroun jusqu'à mes 14 ans et retour en France à 14 ans. Aujourd'hui, en fait, là où je vis, c'est en Angleterre, donc à Manchester. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je lis pas mal en anglais et ma page est bilingue. Enfin, j'essaye de la rendre bilingue, c'est pas toujours facile. Ouais, donc c'est à peu près ça. Ok, d'accord. Et au Cameroun, est-ce que tu vivais dans la partie francophone ou anglophone? On va dans la partie francophone au Cameroun. Ok. Ouais. D'accord. Moi, j'aime bien le dire à tout le monde à chaque fois. Je viens de Yaoundé. Ok, moi c'est Douala. J'ai grandi à Ah, Douala. d'accord. Ouais. T'as vécu au Cameroun aussi avant? Non, moi je suis née et j'ai vécu en France, mais j'y suis déjà allée 2-3 fois. Enfin, 2 fois plus précisément avec ma famille. Ouais, d'accord. Comment tu trouves? Écoute, la première fois, j'étais vraiment que avec ma famille. Enfin, j'étais pas beaucoup sortie. Ouais. Et en plus, j'avais 13 ans, donc ça remonte un peu. Ouais. Mais la deuxième fois, j'y suis allée, c'était l'an dernier. Ok. Et du coup, là, j'ai pu un peu m'imprégner de la ville, à quoi ça ressemblait. C'est vrai que c'est assez, comment dire, dépaysant, même si en soi, la culture, moi, j'y étais déjà habituée via. Mes parents parlent le patois, enfin le dialecte de la tribu de laquelle j'appartiens. Et puis, j'avais accès aussi à la nourriture, enfin la Ouais. musique. Donc, j'avais pas mal d'aspects déjà même que je connaissais étant en France. Ouais. Et quand je suis arrivée, écoute, ça restait c'est resté très familial. Je suis vraiment restée avec ma famille. Ça m'a fait plaisir de les revoir parce que ça faisait longtemps. J'imagine. Et surtout que quand tu es plus jeune, l'expérience que tu vis à 13 ans et en tant qu'adulte, c'est Ouais, complètement c'est différent. différent. Tes yeux sont ouverts sur un autre monde aussi et tu te rends compte d'autres choses, d'autres réalités. Ouais, c'est ça. Mm. Et pour en revenir à ta présentation, est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture? On va dire c'est surtout la lecture.
c'est cet aspect-là que j'ai voulu développer justement. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est même avant en fait de créer ma page, tout ce qui est journaling, ça j'aime beaucoup, scrapbooking, journaling, et je voulais faire en fait un carnet de lecture. Du coup, c'est dans ce sens-là en fait que j'ai développé. À part ça, c'est vraiment boulot, cinéma, sortir avec les amis, un peu de voyage aussi quand c'est possible. Et le voyage, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai dans ma présentation, en fait, dans ma bio pour ma page, j'ai mixé un peu mon carnet de voyage littéraire, on va dire, qui permet de découvrir d'autres pays, d'autres cultures à travers la littérature. D'accord. Ouais, c'est intéressant de voir. Et du coup, est-ce que tu as pu, comment dire, ça n'a pas été trop dur pour toi, du coup, de venir à Londres, à Manchester, pardon, et Aussi. de connaître encore d'autres cultures, d'imprégner d'autres habitudes. Ouais, ça a été, on va dire que ça n'a pas été difficile en fait, le changement, parce que moi j'ai grandi à Paris. Le changement Paris-Londres n'a pas été difficile, au contraire, j'ai adoré. Parce que Londres, c'est une ville hyper cosmopolite, ça bouge énormément. Niveau diversité, franchement, on est servi. Plus qu'en France, je dirais, d'une certaine manière. Mais c'est plus au niveau du changement Londres-Manchester que j'ai ressenti, enfin, j'ai dû m'adapter un peu plus, en fait. Parce que, bon, comme dans tous les pays, je pense, bon, tu as la capitale, la grosse métropole où tu as la plupart des choses qui se passent. Et ensuite, quand tu déménages en province, même comme, bon, c'est une grande ville, hein, Manchester, c'est genre, on peut la comparer à Lyon ou Bordeaux, par exemple. D'accord. Mais au niveau rien que les langues et les accents sont différents. Donc, il a fallu s'adapter un petit peu. Et j'ai bougé, en fait, pour le boulot. Du coup, au niveau du travail aussi, il a fallu faire quelques petites adaptations au niveau culture, en fait. Mais sinon, ouais, avec le temps, ça a été. Et au niveau diversité, c'est un peu moins... Il y a un peu moins de diversité, on va dire, qu'à Londres. Donc, il faut vraiment être intentionnel, en fait, quand on essaie de développer, en fait, son réseau d'amis ou rencontrer du monde. D'accord. Ouais. Et tu le fais par quel biais, du coup? Est-ce que tu as à travers tes passions ou... Ouais, c'est à travers... En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est sortie culturelle et aussi bien littérature afro que tout ce qui est événementiel autour de la culture afro. Et c'est quelque chose qui était il y en avait énormément à Londres. Mais quand je suis venue à Manchester, c'était pas autant le cas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée vers la plateforme Meetup. Et il y a plusieurs groupes, en fait, en fonction des centres d'intérêt. Et j'ai découvert, en fait, un groupe qui s'appelle Manchester Black Professional, qui organisait des sorties, des événements, et aussi un club de lecture, du coup, que j'ai rejoint, qui, en fait, ils font souvent des rencontres une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est un book club, en gros, quoi. Donc, c'est surtout par ce biais-là qu'on va dire, j'ai essayé d'explorer un petit peu la ville. Ok. Ouais, et du coup, tu préfères Londres ou Manchester, ou t'aimes un peu les deux? En fait, au début, ma réponse aurait été catégorique, ça aurait été Londres. Et c'est surtout le boulot qui m'a ramenée à Manchester. Mais avec le temps, et j'ai l'impression avec le temps et le fait qu'on devienne un peu plus adulte, qu'on avance au niveau de l'âge, le lifestyle est un peu différent. Du coup, je trouve que Manchester, pour moi, ça me convient beaucoup plus aujourd'hui. Rien que quand je parle de lifestyle, c'est par exemple le métro boulot dodo. À Londres, c'est un peu plus intense, on va dire. Et Londres, c'est une ville hyper chère aussi.
Du coup, Manchester, tu as un peu le meilleur des mondes, on va dire. Enfin, un mix de grandes villes, d'activités. C'est une ville aussi pour les foodies. Donc, il y a beaucoup de restaurants indépendants. Il y a pas mal de choses qui se passent quand même à Manchester. Mais au niveau du rythme, un peu plus lent et un peu plus Calme. agréable en fait qu'à Londres. Ça marche. Ouais. Donc, Ok. Et du coup, quand tu as lancé ton compte Instagram, ton compte Bookstagram, est-ce que donc tu l'as lancé en français et après t'as commencé à introduire l'anglais ou tu as directement fait les deux langues à chaque poste? En fait, j'ai directement fait les deux langues à chaque poste parce que depuis un petit moment, en fait, je lis beaucoup en anglais. Et je pense que c'est aussi à cause du type de livre qui m'intéresse. Il y a plus de variété, en fait, au niveau anglophone. Dans tout ce qui est littérature, afro, c'est un peu plus varié dans la sphère anglophone. Du coup, ouais, j'ai lancé directement ma page dans les deux langues pour pouvoir toucher les deux communautés, entre guillemets, aussi, parce que même sur ma page perso, quand je commençais un petit peu à suivre des bookstagrammeurs, des bookstagrammeuses, je voyais que il y en avait pas mal côté anglophone et à Londres aussi avec les événements, etc. Mais aussi côté francophone. Du coup, je me suis dit, bon, quand je vais lancer ma page, j'aimerais bien pouvoir toucher un peu des deux mondes. Et puis l'Afrique est la majorité, enfin, il y a beaucoup de pays francophones aussi qui sont, je trouve, sous-représentés dans la littérature afro quand on se place d'un point de vue anglophone. Pas énormément enfin, ils n'ont pas autant de visibilité en fait sur la littérature afro-francophone. Donc je voulais pouvoir créer ce pont-là en fait. Et est-ce que tu as eu un public du coup est-ce que en termes de démographie, est-ce que tu as plus des personnes francophones qui te suivent ou anglophones? Je dirais que c'est un mix des deux, mais j'ai l'impression que c'est plus francophone quand même. Ouais, j'ai l'impression que je pense, d'ailleurs, il faudrait que je regarde mes stats. J'ai pas vraiment, comme c'est quelque chose que je fais vraiment par plaisir et que c'est un passe-temps, je me mets pas beaucoup de pression là-dessus. Donc, j'ai même pas vraiment regardé mes stats au niveau de qui me suit. Mais au niveau des échanges, en tout cas de tout ce qui est engagement, je ressens il y a plus d'interaction avec le monde francophone. D'accord. Et du coup, ça t'a pas, comment dire, heurté, entre guillemets, dans le sens où, comme tu te diriges plus vers une littérature afro-anglophone, de devoir proposer ces titres à un public anglophone, est-ce que t'as pas senti un décalage ou une réception à laquelle tu t'attendais pas au niveau des Non, titres? même pas vraiment, parce que les titres que je propose aussi, pour la plupart, sont disponibles. En fait, j'essaye aussi de poster ceux qui sont disponibles dans les deux langues, au moins disponibles dans la sphère anglophone. Et non, j'ai pas vraiment ressenti. Après, bon, je viens de commencer, j'ai pas encore posté énormément, enfin. Donc, mais j'ai pas encore de ressenti. Au contraire, j'ai eu un échange avec une bookstagrammeuse hyper ouverte qui voulait justement découvrir. Enfin, c'est une passionnée de littérature afro de manière générale, et elle voulait des recommandations en fait de littérature afro-francophone parce qu'elle en connaissait pas énormément en fait. Donc, ouais, je pense qu'il y en a. Enfin, il y a des personnes qui sont juste simplement intéressées par tout ce qui est littérature afro et panafricaine et qui veulent en apprendre un peu plus sur ce qui existe de l'autre côté, quoi, entre guillemets. Ça marche. Et c'est quoi, du coup, dans cette littérature-là, afro, est-ce que tu as un genre littéraire en particulier Je suis beaucoup plus attirée par tout ce qui est fiction
ils appellent ça literary fiction en anglais, fiction contemporaine. Tout ce qui est tranche de vie, saga familiale. Ouais, c'est plutôt mon genre de prédilection, on va dire. Et histoire, tout ce qui est fiction historique aussi, ça m'intéresse vraiment. En fait, apprendre de l'histoire d'un pays en fait à travers la fiction. Ok. Ah oui. J'aimerais bien m'ouvrir un petit peu plus à d'autres genres. Parce qu'il y en a énormément. Surtout, je crois que, de ce que j'ai découvert aussi avec ce à quoi je suis exposée maintenant, au niveau de la littérature afro, surtout grâce à Bookstagram, TikTok, c'est le côté science-fiction. Et ce que j'ai découvert avec certaines auteurs, c'est qu'il y a aussi l'utilisation de la mythologie afro et afro-antillaise aussi. Donc, j'aimerais bien découvrir un peu plus, pas me forcer, mais essayer de m'ouvrir un petit peu plus à ce genre de roman aussi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en France. Il y a 2-3 titres comme ça qui me viennent en tête d'autrices françaises. Mais... Ouais. Ouais. Après, il y a aussi tout ce qui est non-fiction. Comment on dit en français déjà? Ça fait tellement physique des fois. Non-fiction. Je crois que ça se dit aussi non-fiction. Ouais. Donc tout ce qui est développement personnel. Bon, un peu moins développement personnel, mais des essais, voilà, tout ce qui est essais et autobiographie aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est vrai que moi non plus, j'en lis pas beaucoup. Enfin, moi, plutôt, je suis plus penchée vers le côté imaginaire. Okay. Mais là, je me force. Non, mais je m'intéresse un peu plus au contemporain. Parce que c'est un peu le genre où tu vas trouver le plus de littérature afro aussi. Il ne faut pas se cacher en imaginaire, tu n'en as pas beaucoup. Et toi, du coup, tu es plus intéressée par quel type de littérature, quel type de genre? Est-ce que, quand tu as créé ta plateforme, est-ce que ton objectif, est-ce que c'était représenter en fait les minorités de manière générale, ou tu avais un intérêt particulier vers... Non, à la base, en 2020, moi j'ai commencé ça parce que j'avais découvert. En fait, je suivais une créatrice de contenu anglophone sur YouTube qui parlait de ses lectures. Ouais. Et après, je m'étais mise à lire de mon côté, de moi-même, quoi. Mais je n'étais pas sur les réseaux et je suivais vraiment de loin ce qui se passait. Mais je lisais vraiment de tout. Enfin, j'avais pas forcément cette conscientisation de tout ce qui était représentation de minorités, etc. Donc en 2020, ouais, je postais par plaisir. Je postais mes lectures sans bonnes intentions, enfin, comment dire, sans réflexion derrière. Mais je commençais déjà, j'avais quand même remarqué le fait qu'il y avait beaucoup plus de choix en termes de variété de lecture du côté anglophone. Donc je lisais quand même en anglais et aussi pas mal de titres issus de minorités. Et c'est après, en suivant plus de comptes, on va dire, engagés, qui osaient parler aussi de ce qui allait pas dans l'édition française, que j'ai un peu changé ma ligne éditoriale. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. Je pense pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était un peu... je postais un peu... je dirais pas de manière ignorante, mais j'avais pas... je conscientisais pas tout. Ouais. Et après, j'ai un peu bien furqué pour le coup. Mais, ouais. Et il y a un élément, en fait, avec mon expérience Bookstagram que je ressens, c'est pas une sorte de pression, mais
parce que j'ai décidé de donner une certaine ligne éditoriale, en fait, à ma page. Il y a des moments où je me dis: «Ah ouais, j'aimerais bien, j'ai eu une lecture, j'aimerais bien la poster. Elle ne rentre pas exactement dans ma ligne éditoriale, mais j'aimerais bien la glisser». Est-ce que tu ressens souvent, et même au niveau des designs aussi, est-ce que tu ressens souvent, comment déjà tu gères, ton flux, et comment tu t'organises au niveau de, tes posts? Parce que ça prend du temps, en fait. Je me suis rendu compte que ça prend du temps quand même Ouais. d'éditer, de faire les photos, et cetera. Alors en termes de charte graphique, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Si tu regardes mon feed, c'est un peu toutes les couleurs. Il n'y a pas vraiment de police qui se répète. Enfin, je suis pas forcément quelqu'un de très porté sur l'esthétisme et je préfère plus accorder du temps sur le fond. Ouais. Alors c'est pas forcément parce que j'aime pas ça, mais c'est juste parce que j'ai pas le temps Ouais, et que parce que je c'est peux vrai, pas c'est tout faire. Je peux pas tout faire, donc ouais, j'ai plus choisi de travailler le fond que la forme. ouais. Donc ouais, j'ai pas de charte graphique. Je fais les visuels sur Canva. Enfin, je trouve des fonds un peu random sur Canva, mais je réfléchis pas à quoi ça va ressembler sur le feed à l'avance. Franchement, j'ai pas le temps. Que j'essaie de Mais faire, mais je me rends compte qu'en fait, des fois, je regrette, je me dis: «Ah, j'aurais dû commencer en freestyle». et après, en termes de posts, oui, enfin tous les mois, je sais quel type de post je vais poster, mais je sais pas en quel nombre. Donc tous les mois, tu vas retrouver les sorties littéraires, des avis lecture, et parfois, là, je me suis mis au Reels, mais voilà, ça va être de temps en temps quand j'ai des inspirations. Ouais. Après, au niveau des lectures, écoute, j'essaye le plus possible de lire des livres écrits par des autoristes issus de communautés marginalisées. Et en fait, c'est un peu devenu un automatisme. Donc, je vais pas forcément me demander est-ce que cette lecture va bien fitter ou pas. Enfin, je sais d'avance que oui, parce que elle rentre dans ma ligne édito. Mais après, oui, ça m'arrive de lire. Enfin, non, même plus. J'allais dire, ça m'arrive de lire des livres eurocentrés, occidentaux, sans représentation particulière, mais en fait, non plus trop. Ouais. Ouais, en fait, c'est comme si je rattrapais le temps perdu. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est ce que ouais, c'est l'impression que j'ai aussi, en fait. Enfin, rattraper le temps perdu avec les classiques, surtout. Ah, Et de ouais. me concentrer un peu sur les classiques. Enfin, en tout cas, d'introduire un classique de temps en temps, de la littérature afro. Ouais, c'est bien ça aussi. C'est vrai que moi, comme je fais de la veille, je suis un peu portée sur les nouveautés et je pense pas forcément au titre de fond. Mais ouais, c'est un truc qu'il faut aussi que j'intègre. Mais bon. En vrai, ouais, sinon au niveau du feed, je me pose pas, je me pose pas de questions. Et les lectures non plus, je me mets pas trop la pression en termes de nombre. Enfin, je lis comme je peux. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Parce Mm. qu'il y a un certain ressenti, en tout cas, vu que enfin, je découvre la Ouais, c'est ce que communauté, je vais etc. dire. Ouais, Mais j'ai ressenti qu'il y a un besoin d'enchaîner les lectures. Enfin, je sais pas comment les gens font pour lire, je sais pas, 15 livres par mois. Mais c'est un peu, pas limite anxiogène, mais je me dis, est-ce que c'est. Enfin, est-ce que dans le partage de cette passion-là, en fait, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important? Le nombre de livres qu'on lit, en combien de temps? Moi, la raison pour laquelle j'ai commencé, c'était surtout que je me suis rendu compte que parfois, je vais avoir une lecture que j'adore, mais 6 mois plus tard, après avoir lu, je sais pas moi, 8 livres, je pourrais pas te dire dans les détails ou vraiment quel a été mon ressenti, en fait, par rapport à une lecture. Je pourrais te le dire de manière générale, mais
je peux rapidement oublier exactement ce qui s'est passé dans le livre, en fait. Et je me suis dit, OK, bon, je vais commencer à prendre des notes et tenir un carnet. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Ouais. En fait, et c'est ce à quoi me sert aussi ma page, d'une certaine manière, pour pouvoir noter les ressentis et vraiment les temps forts d'une lecture, par exemple, et pouvoir le retourner dessus, en fait, dans le futur, quoi. Ouais, c'est vrai que moi aussi, franchement, tu peux pas tout te rappeler. Enfin, c'est impossible, quoi. Ouais. Sur tout ce que tu as dit, ouais. Mais en soi, en termes du rythme de lecture, je pense pas forcément que ce soit un frein en termes de partage. Après, tout dépend, comment dire, tout dépend ce que tu as envie de faire de ton compte et tout dépend si tu as envie de le baser uniquement sur des chroniques ou pas. Je pense que si t'es juste là pour partager ta lecture du mois et que tu seras là présente une fois dans le mois, écoute, fais comme tu as envie. Mais c'est vrai que si tu as envie d'avoir des échanges, c'est toujours pareil, hein, d'avoir des échanges, comment dire, d'avoir des interactions, etc. et de pouvoir entretenir un peu une relation avec ton audience. C'est vrai que si tu lis juste un livre par mois, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais je pense que... Enfin, moi, je lis peut-être 3-4 livres par mois, tu vois. Ouais. Et ça va. Mais après, j'axe pas mon compte que là-dessus. Donc, c'est aussi ça, le truc, quoi. Ça dépend sur quoi porte ton compte, je pense. Ouais. En fait, c'est quand je regarde les tendances, ce que les gens ont tendance à poster, c'est par exemple les wrap-up of the month, par exemple. Enfin, tu vas avoir une page avec 15 livres. Et je sais pas si c'est... Enfin, beaucoup le font. Peut-être que ça crée de l'audience, je sais pas. Mais je trouve que c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'a un peu marqué, en fait. Au niveau de la communauté, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Donc, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que tu peux vite rentrer dans un cercle où tu as envie de performer. Ouais. Et après, je sais pas, tu perds un peu l'essence un peu de ce pourquoi C'est pourquoi tu le fais, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Mais après, ça dépend des situations de chacun et chacune, hein. Je sais pas, moi, je sais pas ce que font les personnes qui lisent 20 livres par mois dans leur vie, tu vois, peut-être. Enfin, c'est tout à fait louable. Faut aussi contextualiser, je pense. Tu peux pas forcément tout le temps te comparer à tout le monde et chaque personne a une situation différente. Enfin, moi, je sais clairement, avec le travail que j'ai, je peux pas. Enfin, c'est impossible que je puisse lire 20 livres par mois. Pareil. Sinon, je dors pas. Je sais pas. Mais, après, c'est vrai qu'il souvent, c'est un mix de différentes plateformes. Bon, j'arrive à lire un peu plus quand j'écoute des livres audio, par exemple, pendant que je travaille. Mais c'est une observation, en fait, que j'ai faite des tendances, entre guillemets, Bookstagram, BookTok. C'est le nombre de livres que les gens lisent. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a un délire de... Je sais pas si c'est de la surconsommation ou... mais... Achat de livres, tout... c'est intéressant, en fait, parce que de tout ce qui est question des réseaux sociaux, souvent, c'est même j'ai lu pas mal de livres, en fait, d'essais sur le pouvoir des réseaux, les dangers des réseaux, ce genre de choses, et l'influence, en fait, tout ce qui concerne l'influence. Et c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, et je trouve, les observations que j'ai faites, en fait, avec Bookstagram, les phénomènes Bookstagram et BookTok, rejoignent un petit peu, ça rejoint un petit peu, tout ce qui se fait aussi au niveau fast fashion, par exemple. Oui, mais c'est vrai que
on a tendance à un peu diaboliser tout ce qui est surconsommation le domaine de la cosmétique, du textile, mais tu peux tout à fait l'associer aussi au monde du livre. C'est juste que comme en France, tu as un peu cette vision élitiste Oui, de des gens de la littérature, des gens qui lisent beaucoup, bah forcément tu passes un peu à côté des effets nocifs quoi. Alors qu'ils sont tout aussi présents. Ouais, C'est juste que comme c'est des avec livres, la lire à rallonge. ouais, voilà. Mais ouais, mais pareil, je pense, moi, quand j'ai commencé, j'achetais beaucoup. J'avais une palle de 40, 50 livres. Ouais. Maintenant, j'en ai à peine 10, quoi. Mais Ah ouais. non, Moi j'avais aussi au peut-être début, hein. 15 ans, mais voilà, Mm, voilà quoi. Je me suis un peu raisonnée. Et puis, mm. enfin, de toute façon, j'ai pas non plus des centaines et des centaines d'euros à mettre tous les mois Ouais, dans c'est ça. Pareil. les livres. Donc, Et je suis retournée à la bibliothèque. J'ai voilà. repris une carte de bibliothèque. Mm. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce sujet-là qui revient sur les réseaux, tout ce qui est stratégie marketing pour que les gens achètent beaucoup. Et ouais, cet effet un peu de consommation. Mm. Après, si ça pousse les gens à lire, c'est le côté positif, hein. Mais est-ce que Mm. les gens lisent vraiment, du coup? C'est pas Mais ça, intéressant. c'est ça aussi. Parce que moi, tu vois beaucoup de books. Enfin, je suis pas là pour critiquer, mais ouais, c'est vrai que tu vois des chaînes aussi où t'as un book haul tous les 2 jours Ouais, et t'as pas d'avis lecture. Bon, ouais, c'est ça, c'est ça. t'es gentil. Mm. Oui, c'est Et vrai, du coup, une question c'est sociétale. ouais, c'est à cause de ces observations, en fait, que quand j'ai commencé ma page, j'ai décidé de souvent partager, en fait, des vidéos YouTube, ou des podcasts, en fait, qui touchaient de près ou de loin à ce sujet-là, en fait. Parce Mm. qu'il y a pas mal de personnes qui font tout ce qui est vidéo essai, en fait, qui observent, en fait, des phénomènes sociaux, hein, sur internet, quoi. Donc c'est assez intéressant aussi. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'il y a pas énormément de monde qui en parle. Enfin, tu sens que c'est un peu un sujet de niche et que, Mmh. ouais. Ouais, Après, d'un côté, tu vas pas forcément, t'es pas là, enfin, comment dire. Je suis personne pour dire ce que les gens doivent faire avec leur argent, tu vois. non, mais c'est clair. Mais d'un Ouais. autre côté, tu te poses. En fait, c'est un peu critique, quoi. T'as deux avis, Mmh. Mm. Et ben, du coup, en termes de lecture, est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours lu? Hem, je dirais que oui, depuis que je suis assez jeune, hem, j'ai toujours lu, mais j'ai eu des périodes, en fait, on et off. Enfin, j'ai eu des moments où en grandissant, enfin, j'avais certains, j'ai mon oncle, en fait, qui me ramenait beaucoup de livres, quand j'étais au Cameroun, ou chaque année quand on allait, acheter des livres aussi, en France pour la nouvelle année scolaire, on m'emmenait à Gilbert Jeune. Donc, enfin, j'ai des souvenirs, de mes lectures d'enfance où, enfin, j'achetais beaucoup, enfin, on m'offrait beaucoup de livres, en fait, à l'époque. Et après, bon, en grandissant, tu arrives au collège, au lycée, où tu as des lectures obligatoires un peu chiantes. Ouais. Et ça m'a un peu éloignée de la lecture, on va dire. Mais même quand j'étais au collège, en fait, j'ai découvert quand même qu'il y avait, un genre, en tout cas des auteurs, autrices, ou auteuresses? Je Mm. sais plus comment on dit. Enfin, en tout cas, pas mal de possibilités de trouver, en fait, du contenu auquel je peux dans lequel je me sens un peu relativement représentée. Pas toujours à 100%, mais en tout cas que mon expérience de jeune fille à l'époque, en France, issue de l'immigration ou immigrée, avec certaines autrices particulièrement, en fait, par exemple Kalice Beyala, ou celle qui écrit Kiff Kiff demain.
Faiza Again. Faiza Again, ouais, voilà, à l'époque c'était Faiza Again, dans lesquels je me retrouvais énormément. Donc après, ça s'est développé quand j'étais plutôt jeune adulte, quand j'ai découvert Chimamanda Adichie, avec Americana, etc. Du coup, ouais, on va dire que j'ai quand même toujours un peu apprécié la lecture. Et c'est il y a quelques années que je suis retombée dedans un peu plus intensément qu'avant, quoi. Ok. Et est-ce que tu as eu... est-ce que tu peux citer ta lecture en cours et la dernière lecture qui t'a marqué? Ouais, alors en ce moment, je suis en train de lire Tout s'effondre. Et en anglais, c'est All Things Fall Apart de Chinua Achebe. Comme je t'ai dit, en fait, j'essaie d'introduire des classiques de temps en temps. Et ma dernière lecture, c'est juste avant ça, A Spell of Good Things en français. Elle vient juste de sortir d'ailleurs, la version française. Ah oui? C'est Autant des bénis et des... Autant des damnés et des bénis. Oui, voilà, Autant des damnés et des nantis, Il est voilà. dans ma palle. Ouais, et franchement, ça c'est celle qui... Enfin, je l'ai fini récemment. C'est la lecture qui m'a le plus marqué, c'est, on va dire, ces derniers mois, quoi. Ok. Je pense que Ayobami Adebayo, elle est assez connue pour son premier livre, Reste avec moi. Et on va dire, bon, si on veut comparer, on va dire que son premier livre était plutôt focus sur des expériences personnelles d'un couple. Et sa dernière publication, en fait, c'est plus, c'est comme si on zoomait en fait en arrière sur une population, sur une communauté et le système politique, en fait. Et c'est super intéressant. D'accord. Ok. Tu me diras ce que tu penses. C'est ça. Ouais, il faut que je sorte de ma palle. Et ouais, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions me concernant ou est-ce que tu as envie d'aborder un sujet qu'on n'a pas évoqué dans le podcast? Pas particulièrement. Quelle était ta dernière lecture? Ma dernière lecture, c'était Big Girl de Mecca Jamila Sullivan. Et donc, on suit. Donc c'est une lecture qui a été éditée aux éditions Plomb fin août pour la rentrée littéraire. Et donc, on suit une jeune fille. Pardon? C'est une traduction? Ah oui. Okay. On suit une jeune fille noire qui est grosse et qui subit, on va dire, les remarques grossophobes voilà, de sa mère, de sa grand-mère, de son cercle familial. Et sa grand-mère, sa mère l'a inscrite à un groupe Weight Watchers afin qu'elle puisse perdre du poids. Et en fait, ouais, voilà, sa mère la soumet à des restrictions alimentaires tout au long de sa vie. Ok. Et à côté de ça, en fait, sa famille a grandi dans les quartiers populaires de Harlem. Et ça se passe dans les années 70. Donc, il y a un pan du livre où on suit, donc c'est Malaya, je crois, si je ne me trompe pas, le personnage principal. Donc, on la suit donc, au sein de sa famille. Et on en apprend un peu plus sur les quartiers d'Harlem. Et on a pas mal de références culinaires et musicales des années 70 à 90, fin des années 90. Et en fait, c'est un peu
une frise chronologique. On va suivre le personnage principal jusqu'à la fin de son adolescence. Et c'est un contemporain, quoi. Donc on va suivre sa vie, son évolution, la manière dont elle se perçoit elle-même, la manière dont elle est perçue par les gens de sa famille, les gens à l'école. En plus, comme c'est une femme noire, donc elle subit à la fois du racisme, comme elle est grosse, elle subit de la grossophobie. Il y a pas mal de traumas qu'elle va accumuler malheureusement tout au long de sa vie. Et voilà. C'est pas très gai. Ouais, c'est assez dur comme livre. Et je crois que ça a été relu. Le livre, il a bénéficié d'une lecture sensible d'une professeure d'université à Tours qui parle justement des questions raciales. Ça, ouais, quand j'avais lu le début du livre, j'avais trouvé ça super bien. Il a l'air intéressant, surtout quand tu mentionnes les références musicales et culturelles des années 70. J'aime bien quand les auteurs ils essaient de mélanger en fait les différents genres artistiques en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un côté de la littérature que j'aime beaucoup aussi. En plus, moi, je connaissais, pas toutes les références, mais j'en connaissais une bonne partie. Donc, tu es contente quand tu vois le nom d'un artiste que tu connais, dont tu as entendu parler. Et pareil pour les plats, il y avait plein de trucs, comme le gombo. C'est un truc que je vois beaucoup passer dans les romans traduits américains surtout. Donc, tu vois, j'ai un truc que je vois jamais en francophone. En littérature française. Ouais, c'est vrai. C'est triste, mais d'un autre côté, j'ai toutes les références, donc c'est cool. Et pour toi, la lecture en anglais, est-ce que tu as toujours, est-ce que tu as toujours eu des facilités en anglais, ou est-ce que c'est avec le temps, tu as commencé à lire des lectures relativement faciles à lire en anglais et comment tu as développé ça? Alors, j'ai lu je crois que le premier livre que j'ai lu, c'était à mes 18 ans. J'avais essayé de lire en anglais, mais je comprenais pas grand-chose. Après, j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec l'apprentissage des langues. Donc, on va dire que j'ai commencé à bien parler et à bien comprendre l'anglais vers mes 20 ans. Et puis après, la lecture, c'est venu quand je me suis remise à lire, on va dire, régulièrement, donc en 2020. Et là, au début, je lisais peut-être 15-20 pages, et puis après, c'est venu assez rapidement, quoi. Et ouais, ça prend du temps à assimiler. Après, j'avais déjà des bases, on va dire. Solides, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est progressivement. J'avais vécu à l'étranger. J'avais l'habitude J'étais assez familière avec l'anglais, et puis je consomme du contenu en anglais. C'était pas... commencer à lire en anglais, c'était pas vraiment un obstacle insurmontable pour moi. Il fallait juste que je m'y mette et que je pratique, quoi. Ok. Ouais, parce que moi, c'était pareil. C'est genre vers mes 18-19 ans que j'ai commencé à lire en anglais. Au départ, c'était un peu difficile en fait de se concentrer, même parce que c'est une langue différente finalement, et j'avais jamais voyagé à ce moment-là. Et c'est avec le temps, après avoir été à l'étranger, etc., on s'habitue. Ouais, pareil. Et ça donne accès à plus de... il y a plus de variété, je trouve. Et puis, ça te permet de pas forcément avoir... tu as des traductions souvent qui arrivent un peu plus tard. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, si tu veux pas forcément attendre, tu peux directement aller prendre la version non traduite. Ouais, c'est ce que t'enseignes bien, et en même temps, je m'étais posé la question avec d'autres personnes. C'est pourquoi nous, en tant que personnes issues de communautés marginalisées, tu vois, on serait
on se doit de savoir lire en anglais pour avoir accès à plus d'ouvrages avec de la représentation issue de minorités, tu vois. C'est aussi une question que je m'étais posée. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est aussi, enfin, je pense que le manque de représentation en fait dans tout ce qui est dans le monde de l'édition en France, c'est aussi une problématique qu'on retrouve en Angleterre, enfin au UK en tout cas. Et peut-être parce qu'on connaît, on sait à quel point il est difficile relativement difficile en tout cas, de trouver assez de variété dans la littérature en francophone. Quand on compare, en fait, il n'y a pas photo. Donc moi, des fois, c'est quand je vois en fait que c'est aussi une problématique ici, ça me fait rire limite. Que en fait, nous en France, on essaie justement on est intéressé par le monde de la littérature anglophone afro-descendante parce que elle est un peu plus, enfin il y a un peu plus d'ouvrages offerts en fait. Il y a un peu plus de variété dans ce sens-là. Mais ouais, c'est quand tu vois les différents points de vue, en fait, c'est assez intéressant. Après, ouais, c'est ce qu'on disait aussi avec d'autres gens, c'est que je pense chaque pays, on va dire, de l'Occident a des problèmes avec le racisme, on va dire, de manière générale. Mais c'est juste comme ils sont plus nombreux, donc comment dire, nous en étant français, on va avoir une perception en mode il y a plein de trucs là-bas, c'est trop bien, machin. Mais en fait, c'est juste parce qu'en termes de densité démographique, ils sont juste beaucoup plus. Donc, forcément, l'effet des publications va forcément être plus important, quoi. Donc, on va retrouver plus de variété. Je pense que c'est plus ça que le fait qu'il y ait plus de représentation, parce que je crois qu'en termes de stats, ils sont, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou en Angleterre, ils sont pas mieux, je pense, que les Français. Ok. J'ai pas les chiffres exacts, enfin, pas mieux. Je pense quand même que tu peux trouver beaucoup plus de choses, mais c'est pas, c'est perfectible, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Ouais. Je pense qu'il y avait un autre point que je voulais aborder, mais j'ai complètement oublié. C'est pas grave. Et du coup, les personnes qui sont avec toi dans le book club, est-ce que c'est des anglophones ou c'est d'autres francophones Des anglophones. Ouais, okay. C'est des anglophones. Mais par contre, pendant le Covid, j'ai découvert un book club bilingue animé par une personne qui est basée à Manchester aussi, mais qui organisait du coup des book clubs virtuels. Et elle a Bookstagram aussi. D'accord. C'est Afrique Lit. Et ouais, quand j'ai trouvé ce book club, je me suis dit, ça c'est une pépite. C'est trop contente, mais elle est plus aussi, elle en fait plus autant en fait. Ça fait un moment qu'elle n'a pas organisé de rencontre. Mais ouais, son compte aussi, il est bilingue. Ça marche. Ok. Et bah du coup, ouais, comme on en vient à la fin, est-ce que tu as d'autres recommandations d'invités que tu verrais sur le podcast? Je pense du coup Afrique Lit, je t'enverrai comment ça s'écrit. Il y a aussi, en fait, je sais que tu interroges surtout les bookstagrammeurs, en tout cas les créateurs de contenu littéraire. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des bookshops en ligne qui sont aussi présents, et ça serait peut-être intéressant de connaître comment ça fonctionne. Enfin, tu vois, un aspect un peu plus porté sur les professionnels de l'édition, du livre, etc. Et il y a un book club qui est basé au Cameroun qui s'appelle Griot Bookshop.
Et ils font aussi de la création de contenu littéraire, du coup, assez intéressant. Ils font des fiches d'auteurs. Donc, tu apprends aussi un peu le background de l'auteur, les livres qu'ils ont publiés, ce genre de choses. Donc, c'est pas mal aussi. Il y a donc Griot Bookshop et un autre professionnel du monde du livre aussi. C'est un éditeur camerounais bilingue qui s'appelle... Oh, ça me sort de l'esprit là tout de suite, alors que je les adore. Ah oui, Bakwa Book. Ah oui, je connais. Ouais, j'adore, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et surtout le fait que ça soit bilingue. Et étant du Cameroun, bon, tu connais l'actualité politique avec les tensions entre... ouais, bon, tu connais. Mais le fait que ça soit bilingue, je trouve que c'est super intéressant. Et ça fait aussi découvrir, avec leur magazine, ils nous font découvrir en fait plusieurs auteurs. Donc, moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir des professionnels du livre aussi dans ton podcast. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour tes recommandations. Ouais, j'avais fait un article dessus, je crois. C'était sur les maisons d'édition camerounaises et j'avais trouvé Bakwa Books. Ouais. Ouais. En plus, je crois qu'ils sont relativement jeunes. Hein, ça fait pas longtemps que... Ouais, ils n'existent pas depuis très longtemps. Bah, écoute, je vais regarder tout ça et puis peut-être qu'ils apparaîtront dans le podcast. Merci pour tes recos. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Ouais, alors sur ma page Akilalit, Akila avec... non, c'est en un mot, Akilalit ou Akilali, tout simplement. Ok. Sur Instagram surtout. Ça marche. Bah, écoute, je te remercie encore une fois d'avoir accordé un peu de ton temps à mon podcast. Et c'était hyper intéressant de... Bon, j'aime trop parler avec les gens que je suis sur les réseaux. Parce que ouais, ça fait... Ouais, c'est pas trop... Enfin, tu connais pas les gens, tu vois leur tête. Ça rend le truc un peu plus chaleureux, je trouve. Un peu plus humain aussi. Ouais, c'est clair. En tout cas, au plaisir d'échanger encore une fois. Merci. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.